Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C. et dans ce podcast, nous allons parler de la scolarité et des enfants au potentiel. Premièrement, on va voir pourquoi c'est important de choisir une scolarité qui est différente. Deuxièmement, on va voir ce que c'est qu'une scolarité différente pour un enfant au potentiel. Ensuite, on va voir comment faire pour scolariser des enfants dans un contexte différent. Et ensuite, à la fin, on va voir les solutions qui existent de manière pratico-pratique. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast dans lequel on va prendre un petit peu plus le temps de parler ensemble. Je sais que la voix, c'est toujours un média beaucoup plus plaisant pour bien aller au fond des sujets. Comme ça, on a le temps dans un podcast plutôt que dans une vidéo dans laquelle on a besoin d'être dynamique, rapide. Là, le podcast, on s'enregistre, on peut l'écouter tranquillement. Donc, avant de commencer, n'oublie pas, si tu écoutes ce podcast depuis YouTube, n'hésite pas à aller voir en description les informations, mettre un petit like, cliquer sur t'abonner. Ça nous aidera à justement un petit peu plus faire connaître cette chaîne secondaire. Alors pourquoi choisir une scolarité différente avec ses enfants ? Déjà, première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut sortir un enfant au potentiel ou hypersensible ou avec une singularité, est-ce qu'il faut le faire sortir du système scolaire classique ? Eh bien, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse toute faite. Si je devais donner mon avis, je vais te dire oui, en tant que neurothérapeute qui accompagne des personnes au potentiel et notamment des enfants, et en tant que père, puisque je suis moi aussi parent de 2 enfants, je vais te dire oui, mais quand on prend du recul, ce changement de contexte pour ton enfant doit être pris vraiment avec des pincettes et en ayant connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un enfant, c'est pas un meuble qu'on change de place pour qu'il soit plus joli ou qu'il brille mieux au soleil. Un enfant, il y a tout un contexte social qui va avec, et il est en relation avec ses camarades, avec ses professeurs. Et parfois, le faire changer d'une école à une autre école, ça peut avoir des effets plus négatifs que positifs. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution idéale. Il faut prendre en compte déjà l'enfant lui-même, dans quel état est-il ? Est-ce qu'il va très bien ? Est-ce qu'il va moyennement bien ? Ou est-ce qu'il va vraiment très mal par rapport à sa scolarité ? Il faut prendre aussi le contexte de ses parents. Si c'est toi le parent, c'est-à-dire par exemple, est-ce que j'ai le temps de m'occuper de mon enfant ? S'il change de scolarité, est-ce que j'ai le temps de le questionner, de discuter avec lui ? Est-ce que le fait de le changer d'endroit va pas peut-être réduire une relation que j'avais avec lui, du fait que ça va rajouter de la distance, peut-être avec son nouvelle école ? Bref, c'est pas une décision en disant tiens, je vais changer d'école et tout va se régler à ce niveau-là. Donc changer d'école avec un enfant, c'est vraiment au cas par cas. Cela dit, quand on a des enfants qui sont au potentiel ou bien avec une singularité, eh bien effectivement, en général, la question qu'on se pose, c'est de dire tiens, mon enfant est différent, je vois qu'il a soit des problèmes scolaires, des résultats scolaires au niveau de ses notes, soit il a des problèmes vis-à-vis de ses camarades ou d'un ou de plusieurs de ses professeurs. Et on sent qu'il va mal quand il ramène ce mal-être à la maison, soit parce que on le voit sur son visage quand on est assez proche, ou parce que lui-même en parle, ou ne parle plus peut-être, et on se dit tiens, là il y a un signal d'alarme qui a été déclenché, et cet enfant, mon enfant, je sens qu'il ne va pas bien. Ça c'est le premier déclencheur. Il y a un deuxième déclencheur où on se dit tiens, mes enfants vont plutôt bien, mais je me rends compte que le contexte dans lequel ils sont dans ce type d'école-là ne correspond pas aux valeurs que je veux lui transmettre moi. Et ça, c'est le deuxième type de problème. Le premier problème, c'est un problème lié au mal-être de l'enfant. Le deuxième problème, c'est un problème lié à l'envie des parents de les mettre dans un contexte bien plus épanouissant pour eux. Donc déjà, il y a ces deux problématiques-là. C'est pour qui ? Qui doit résoudre un problème là-dedans ? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est le parent ? Deuxième étape, c'est dire, ok, je vais changer mon enfant, mais pour le mettre d'où vers où ? Et c'est là qu'il faut se poser la bonne question. Parce qu'on va même aller plonger plus loin dans la question fondamentale, c'est pourquoi j'ai fait un enfant ? Pourquoi est-ce que moi j'ai fait un enfant ? Et aujourd'hui, dans la société où l'on est, et j'en ai plusieurs fois parlé dans les vidéos sur YouTube,
Pendant très longtemps, je pensais que c'était un devoir génétique de faire des enfants. Je n'imaginais pas qu'un être humain ne pouvait ne pas vouloir avoir d'enfants parce que c'est inscrit dans notre ADN de procréer, de transmettre notre expérience, qui on est, à nos enfants, notre expertise, et que celui-ci va les transmettre. Et ne pas avoir d'enfants, c'était un petit peu briser notre programmation ADN. Mais l'expérience d'avoir accompagné plusieurs centaines de personnes m'a fait me rendre compte que tout le monde n'était pas fait pour avoir des enfants. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants, tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants, mais malheureusement, notre société nous montre l'image idéale du couple, papa, maman, enfant, maison, voiture, vacances. Et beaucoup de personnes se sentent obligées consciemment ou inconsciemment de faire des enfants. Alors après, je ne t'inquiète pas, je vais refermer cette parenthèse sur la parentalité pour revenir sur notre sujet, mais je veux faire vraiment ce point-là. Et certains parents, parce que peut-être que toi aujourd'hui tu te poses la question, tu n'es peut-être pas parent ou tu peux être un petit peu concerné mais un petit peu plus loin. Et donc, comme je te disais, les parents se sentent un petit peu obligés, consciemment ou inconsciemment, de faire des enfants. Et ils ne les font pas pour les bonnes raisons. Un enfant, on doit le faire pour des bonnes raisons, parce qu'on a envie personnellement de les avoir et qu'on sait qu'on va tout mettre en œuvre pour qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux. Et on ne doit pas faire un enfant pour son conjoint, sa conjointe, s'il en veut un. On ne doit pas faire d'enfant pour satisfaire ses parents. On ne doit pas faire d'enfant pour satisfaire les traditions familiales. On ne doit pas faire d'enfant parce que la société nous l'impose un petit peu avec des amis qui disent « Alors, mais quand c'est que vous faites des enfants, mais alors faire des enfants, tu vas voir, c'est génial, c'est super. » Non, si on ne veut pas d'enfants, si on ne se sent pas, on n'est pas obligé de le faire. Parce qu'après, il en découle toute une vie qui est extraordinaire, bien sûr, hein, mais si on n'a pas l'envie au début, qu'on n'est peut-être pas fait pour ça, eh bien, on ne va pas être le meilleur parent pour justement avoir des enfants. Donc déjà, il faut se dédouaner en se disant non, je ne suis pas obligé de faire des enfants si j'en ai pas envie, parce que je préfère ne pas être parent plutôt qu'être un mauvais parent. Et aujourd'hui, je me retrouve en consultation avec la majorité, je vais dire 99 des personnes qui viennent avec des problèmes, qui sont liés à un problème de relation avec leurs parents dans leur jeunesse. Pourquoi ? Parce que les parents n'étaient pas présents, parce qu'il y avait des problèmes de conflictuels avec les parents, parce que les parents. Eh bien, franchement, je vais être un petit peu extrémiste en disant ça, mais si ces parents-là avaient décidé de ne pas avoir des enfants, ça aurait peut-être résolu beaucoup d'autres problèmes de personnes aujourd'hui en mal-être. C'était pas obligé de faire ces personnes-là pour que tout le reste de leur vie soit dans le mal-être. Donc, quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. Donc, pour revenir à notre sujet principal, qui est de se dire, ok, je veux changer mes enfants pour les mettre d'un point A à un point B pour qu'ils s'épanouissent. Mais attention, comme je le disais, les enfants ne sont pas des meubles. Donc si tu veux faire ça, il faut s'impliquer totalement dans ce changement de situation et pas juste renvoyer cette problématique à l'extérieur de toi, dire bah tiens, c'est la faute à l'école, c'est la faute au professeur, c'est la faute à ses camarades. Si je change ça extérieurement, il va aller mieux. Non, c'est que 50% du problème. Les autres 50% de la résolution du problème, c'est toi qui dois t'impliquer en tant que parent dans le bien-être de ton enfant. Et l'aider, et parler, et l'épauler, et le questionner. C'est ça le rôle d'un parent, le guider. Le parent, ça doit être le meilleur coach de ses enfants, tout simplement. Donc une fois que tu as fait ça, se dire ok, bah tiens, je veux le faire changer, et je sais que si je le change, il va falloir que je m'investisse dans ce changement, parce que sinon, bah, il n'y a que 50% de résolution du problème. Déjà, tu vas peut-être revoir ton envie de le changer d'un coup de baguette magique pour que tout aille bien. Et peut-être que ton enfant, lui, c'est pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut simplement juste que on réactualise un petit peu sa situation, peut-être qu'on en parle juste à son professeur, peut-être qu'il y a une autre action dans le contexte où il est, lui, actuellement. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de réponse toute faite, tout dépend du contexte de ton enfant, de l'implication que tu peux avoir en temps, en énergie, en argent aussi avec ton enfant pour le faire changer. Si tu prends la décision, tu dis « Ok, c'est vrai, effectivement, mon enfant va mal, ou l'école dans laquelle il est ne remplit pas les valeurs que je veux lui transmettre », et que tu prends la décision de changer,
C'est quoi changer un enfant de contexte scolaire pour qu'il s'épanouisse, avec un haut potentiel, avec un TDAH, avec une singularité en tout cas? Eh bien, c'est se dire, ok, il faut que je trouve une solution différente, une approche différente qui va mieux lui convenir. Et force est de constater aujourd'hui que le système de l'éducation nationale ne convient pas du tout à des enfants qui ont une singularité, que ce soit un haut potentiel intellectuel, émotionnel, une précocité, un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, avec une hypersensibilité aussi. Le système de l'éducation nationale française ne convient pas. L'éducation nationale, et là je vais être un petit peu plus extrémiste, est une machine à faire des salariés dans laquelle on enlève toute créativité. Point barre. Je ferai un podcast un jour sur l'éducation nationale, d'où vient historiquement l'éducation nationale, pourquoi elle a été mise en place. Et on se rend compte que c'est pas si joli, et que même si aujourd'hui on a des professeurs qui sont passionnés lorsqu'ils arrivent dans leur poste, eh bien, au bout de quelques années, ils sont plus passionnés du tout quand ils voient dans quel contexte ils sont. Donc, le constat, éducation nationale, enfant avec une singularité, eh bien, on est dans un deux aimants à répulsion. C'est-à-dire que ça ne peut pas cohabiter. Donc effectivement, il faut changer pour aller où? Pour aller dans des systèmes alternatifs. Qui veut dire alternatif veut dire avec une approche différente pour que l'enfant, les émotions de l'enfant, s'épanouissent dans la liberté d'expression et la liberté des émotions. Et là, il n'y a pas beaucoup de choix aujourd'hui. Parce qu'on se dit, tiens, je l'enlève d'une école publique, je vais le mettre dans une école privée. Et bien, les écoles privées, il y en a qui sont en contrat scolaire avec le contrat de l'éducation nationale. Donc, en fait, c'est le même programme. Parfois, les méthodologies changent un petit peu, mais l'enseignement de base reste le même. Donc, les écoles privées, c'est déjà peut-être mieux, mais ce n'est pas la panacée. Après, il y a les écoles alternatives, dont on connaît certains noms célèbres, l'école Montessori, Steiner, Freinet, qui sont des écoles avec une pédagogie différente. Une pédagogie qui va mettre beaucoup plus l'enfant au centre en tant qu'individu et qui va le laisser s'exprimer, en tout cas lui donner beaucoup plus de liberté. Ça peut être une des solutions pour un enfant à haut potentiel, en sachant que c'est pas en le posant comme ça dans l'école que tout va être résolu. Il faut l'accompagner aussi. Mais effectivement, ces pédagogies-là sont très intéressantes pour l'épanouissement de l'enfant parce qu'elles sont beaucoup plus spécifiques pour un enfant au potentiel. Mais par contre, ce sont des écoles privées qui coûtent de l'argent. C'est entre 600 et 800 euros par mois pour un enfant. Donc, il faut avoir les moyens de le faire quand on a un enfant, et quand on en a deux, parfois, ça devient beaucoup plus cher. Donc, il faut avoir les moyens de le faire, c'est-à-dire, ok, est-ce que je me mets dans la bonne posture pour aider mon enfant? Je ne vais pas dire, tiens, je le mets un an là-dedans, et puis après, je le remets dans une école publique. Voilà, ce serait catastrophique. Donc, il y a cette solution-là, l'école privée avec pédagogie différente, ou alors il y a la troisième solution, donc première solution, école privée, deuxième solution, école privée avec pédagogie, une approche pédagogique différente, et troisième solution, c'est ce qu'on appelle l'instruction en famille, c'est-à-dire les cours par correspondance, et prendre son enfant à la maison et lui faire les cours. Et là, effectivement, l'engagement en tant que parent est énorme. Et c'est pas du tout quelque chose que je recommande à tous les parents. Là, il faut vraiment peser le pour, le contre, parce qu'il faut avoir non seulement le temps de le faire, l'argent de le faire, parce que plus tu travailles moins, tu t'occupes de ton enfant, donc il faut avoir l'argent pour le faire. Il faut avoir la pédagogie pour le faire. Il faut avoir la patience pour le faire. Donc c'est vraiment beaucoup de paramètres pour se dire, tiens, je vais mettre mon enfant en cours par correspondance et ça va résoudre tous les problèmes. Donc attention, c'est la solution idéale pour les enfants qui présentent un potentiel, une hypersensibilité, enfin en tout cas une singularité. C'est la solution que je recommanderais, mais encore une fois, c'est pas du tout recommandé pour tout le monde. Parce que ça coûte de l'argent, ça prend énormément de temps, il faut être pédagogue, il faut être patient. Et en plus de ça, après, il faut occuper ses enfants pendant leur temps libre.
Parce que l'école, il ne faut pas se le cacher, joue aussi un rôle de garderie pour les parents, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde le programme scolaire, on se dit, effectivement, c'est pas énorme dans une année, donc à quoi sert l'école? Eh bien, le reste du temps, après, ils vont faire des jeux, du sport, des activités artistiques, mais tout ça, c'est pour garder les enfants du matin jusqu'au soir pendant que papa et maman travaillent. Donc, quand on a un enfant à la maison, eh bien, il faut l'occuper après le reste de la journée, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà ce que c'est déjà que de changer un enfant de contexte, les solutions qu'il y a au niveau scolaire pour les faire changer, et les tenants et les aboutissants que ça engage. Parce que c'est pas juste dire, tiens, on m'a dit que c'était bien de faire l'école par correspondance, tiens, l'année prochaine, je l'inscris, je vais recevoir les cours, ça va bien se passer, et puis il va travailler. C'est pas ça. C'est prendre toute une journée avec son enfant. Et plein de choses. Je vais t'en parler plus en détail, puisque moi, mes 2 enfants sont en instruction en famille, et je peux te faire une parenthèse là-dessus. Donc maintenant, comment faire? Comment faire pour faire changer son enfant de contexte? Déjà, il faut en parler à son professeur directement, dire qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes au contact tous les jours avec mon enfant, d'un changement d'établissement, d'un changement de pédagogie par rapport au profil de mon enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Voire même dialoguer avec le proviseur si vous êtes dans une école qui est à taille humaine, bien sûr. Ça vaut le coup si le professeur est assez ouvert d'esprit. Il y a des écoles où ce n'est pas le cas du tout. Quand on parle de ça, bien, en fait, ils sont totalement contre. Je vais te donner mon anecdote de mon côté. Mes enfants, dès le début, leur plus jeune âge, on a décidé de les mettre dans une école privée parce qu'on n'avait pas envie de les mettre dans une éducation publique parce que autant je suis pour un brassage de toutes les cas sociaux dans un contexte sportif, autant dans le contexte scolaire, c'est beaucoup plus compliqué. L'ayant vu de l'extérieur, puisque quand j'entraînais à l'Aviron, je recevais des écoles, c'est très très compliqué. Donc on a décidé de les mettre dans une école privée, une école catholique. Alors c'est pas qu'on soit pratiquant du tout, mais voilà, les valeurs qui étaient enseignées derrière, c'était des valeurs qui sont les valeurs catholiques, qui sont quand même assez intéressantes quand on les prend dans leur globalité. Et on s'est dit, tiens, une école privée catholique, ça va être bien pour leur épanouissement. Donc effectivement, école privée catholique à taille humaine, dans un petit village dans lequel on habite, dans le sud de la France. Au début, c'était génial. Mais on s'est rendu compte que, comme dans toutes les solutions, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a parfois des trucs qui vont pas. Et même dans ce contexte privé scolaire, on se rendait compte qu'il y avait, au niveau des camarades, des dissonances, des choses qui allaient pas. C'était un petit peu compliqué. Et on voyait revenir tous les jours nos enfants avec des nouvelles habitudes, d'un nouveau vocabulaire qu'on ne leur avait pas enseigné à la maison, donc ils apprenaient à l'école, qu'ils apprenaient dans la cour d'école. Ça fait partie de la vie. Mais quand on voit ces enfants qui sont, entre guillemets, un petit peu vierges de tout ça, revenir avec des comportements ultra négatifs, on commence à se poser des questions. Et quand on commence à se poser des questions au niveau du programme scolaire aussi, eh bien là, effectivement, on a 2 grosses questions qui se posent. On dit, effectivement, mes enfants reviennent avec un comportement négatif, et en plus, qu'on leur enseigne maintenant, est-ce que ça va vraiment leur servir ou est-ce que ça va plutôt les desservir dans leur vie? Là, c'est une autre question sur laquelle je reviendrai sur l'éducation nationale. Eh bien, nous, on s'est dit, effectivement, on n'est plus d'accord avec ça. Et donc, on va prendre la décision de lever nos... Enfin, on avait pendant plusieurs mois, on s'est posé la question, se dire, il faut qu'on change, mais c'est vrai que quand on change, comme je te le disais, il faut prendre tout en compte. Et dans notre cas, pour te finir l'anecdote, on a eu le confinement qui est arrivé, le premier confinement qui est arrivé avec le Covid. Et donc, les enfants sont restés à la maison. Et donc, c'est moi qui ai pris en charge leur éducation. Et ça s'est très bien passé pendant les mois de confinement. Et on s'est dit, tiens, c'est extraordinaire. On a une expérience en quelque sorte un petit peu forcée. Et l'expérience est ultra positive. Ça se passe super bien. Alors, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Mais on s'est dit, OK, voilà, tiens, nos enfants, on n'est plus d'accord avec ce qui se passe dans la cour d'école. On n'est pas trop d'accord avec ce qui se passe au niveau du programme scolaire. Donc, l'année prochaine, on leur fait... On les met en instruction en famille, on les met dans une école privée. Donc on a décidé de se reposer sur une école privée. Pour te la citer, c'est l'école Kerlan, qui faisait des cours par correspondance. Et on les a inscrits tous les 2 par correspondance. Ça a un coût, ça nous a coûté, je crois que c'était pour les 2 enfants, un petit peu moins de 2 000 € l'année. Parce que c'était par correspondance, ils n'étaient pas dans une école privée physique, mais quand même 2 000 € l'année. Donc à la fois, pas tout le monde peut se dire, tiens, je vais payer 2 000 € pour mes 2 enfants à l'année. Nous, on avait la possibilité de le faire. Et aussi, il faut que quelqu'un s'en occupe. Parce que les enfants, nos enfants, à cet âge-là, ils avaient 7 et 8 ans, je crois, 7 et 8 ans.
il faut un professeur, il faut un enseignant derrière, et cet enseignant, c'est moi qui ai décidé de le faire. Alors, encore une fois, j'ai la possibilité par mon métier de le faire, de prendre le choix de libérer une demi-journée tous les jours pour s'occuper de ses enfants. Mais comme je te disais au début, ça revient à la parenthèse que je t'ai fait au début en te disant, effectivement, quand on est parent, on ne fait pas des enfants comme des meubles. C'est se dire, ok, qu'est-ce que je veux leur transmettre? C'est quoi qui est le plus important dans ma vie? C'est quoi mes valeurs? Et moi, mes valeurs, c'est la transmission à mes enfants, et je veux que mes enfants soient épanouis, ils soient heureux, libres. Et donc, laisser dans ce contexte scolaire, non. Donc je me suis dit, écoute, je vais prendre sur moi, sur mon entreprise, je vais diviser mes journées par 2. Voilà, il faut pouvoir le faire. Et je vais consacrer la moitié de ma journée à l'éducation de mes enfants. Et c'est ce qu'on fait maintenant, c'est la 2e année qu'on fait ça maintenant, que j'éduque mes enfants le matin. Alors je te rassure, hein, tout n'est pas parfait, même avec toutes mes connaissances et mes outils, tout n'est pas parfait, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Donc comment faire? Eh bien, on va revenir à cette problématique, on va rencontrer le professeur. Nous, dans notre cas, on en a parlé au professeur, qui était un professeur qui, si elle écoute ce podcast peut-être, qui était un très bon professeur, qui les a suivis pendant toute leur scolarité. On avait la chance d'avoir une petite école, ce qui fait que la maîtresse suivait avec l'évolution des classes les élèves, et un très très bon professeur, travaillait très bien les élèves, mais par contre, qui a été très négatif face au fait qu'on décide d'éduquer nous-mêmes nos enfants. Et donc, je dis pas du mal sur elle, mais que voilà, que c'est pas parce qu'un professeur est bon, pédagogiquement bon, qu'il va être en accord avec ça. Et donc, je te donne sa réponse, mais elle nous a tout simplement dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous allez faire? Vous croyez être capable d'éduquer vos enfants? Donc, je comprends ce qu'elle a dit, parce que face aux nombreux parents qu'elle a dû rencontrer dans sa carrière, c'est vrai que tous les parents ne sont pas des pédagogues, ne sont pas des formateurs, n'ont pas la patience pour le faire, donc je comprends. Mais il faut toujours laisser une porte ouverte à des parents qui pourraient le faire, qui ont les compétences pour le faire. Donc c'est là où c'est un petit peu dommage qu'elle nous ait répondu ça, malgré qu'on lui dit qu'on avait pris un programme scolaire privé, etc. Donc voilà. Donc elle a relativement mal pris, et la directrice l'a pris avec un détachement un petit peu, on va dire, trop détaché, en disant ok, au revoir, quoi, en gros. Même pas, ça faisait des années qu'on était dans l'école, donc bref. Donc voilà, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord au moment de changer, mais il faut quand même en parler au professeur, parce que certains peuvent dire, wow, c'est génial, puisque nous, après, dans notre parcours, on a rencontré d'autres personnes qui sont professeurs, qui ont dit, mais c'est génial ce que vous avez fait, vous vous rendez compte de ce que vous donnez à vos enfants, la possibilité, la liberté que vous donnez à vos enfants de pouvoir faire ça. Moi-même, je voudrais pouvoir le faire et je ne peux pas le faire. Donc tu vois, quand on commence à peser le pour et le contre des gens qui sont pour et qui sont contre, il y a de tout. Il ne faut pas s'arrêter juste au professeur qui va dire « Mais vous vous rendez compte de ce que vous allez faire? Vous êtes fou, ce que vous allez faire. Est-ce que vous croyez capable de faire ça à vos enfants ?» Donc c'est un signal très alarmiste qui peut d'un coup te couper l'envie en disant « Mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise de déscolariser mes enfants ?» Donc voilà pour la petite anecdote, te dire que voilà, il faut en parler. Et ensuite, il faut vraiment se poser autour d'une table, au moins 1 heure, avec ton conjoint, ta conjointe, te dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Est-ce que je les mets dans une école privée ? Donc il va falloir payer cette école privée, il faut les amener dans une école privée, il faut peut-être des déplacements, etc. Donc il faut prendre ça en compte et que tout le monde soit d'accord. Ou alors est-ce que carrément on les prend en instruction en famille, c'est-à-dire qu'effectivement je les mets à la maison avec moi, et dans ce cas-là c'est encore plus loin, se dire ok, comme je te l'ai expliqué, il faut diviser ces journées par 2, faut pouvoir les occuper après pendant les moments où ils ne font pas d'études scolaires, parce que je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais le programme scolaire en fait il n'est pas si chargé que ça quand tu le vois de plus près, hein. Ça fait 2 ans que je le fais maintenant, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est une véritable décision, il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas balader l'enfant à droite à gauche. Et une fois que tu as pris la décision, c'est assez simple, administrativement parlant, tu envoies un courrier à ton école en disant que tu déscolarises, non, c'est pas de scolariser, attention, c'est que tu mets tes enfants en instruction en famille, et tu envoies un courrier à la mairie, à l'académie, en disant que tu fais une instruction en famille, et que donc tu les inscris dans un autre type d'école. Alors aujourd'hui, au moment où j'écris je tourne ce podcast, eh bien, la réglementation au niveau de la scolarité des enfants a changé en France. On ne peut plus, enfin c'est en train de passer, dernière nouvelle, on ne peut plus scolariser comme ça à l'école, enfin à la maison, un enfant comme ça, sur simple décision des parents. Mais il y a encore des possibilités. Il faut monter un projet scolaire, voire même faire un groupement scolaire de plusieurs élèves qui sont en instruction en famille pour faire passer un dossier. Ça reste encore faisable, mais c'est moins facile qu'avant de dire tiens, je veux déscolariser un enfant, l'enlever de l'école pour le rescolariser à la maison. Donc,
Voilà. Nous, on a la chance aussi de ne plus résider en France non plus, donc ça aide beaucoup pour pouvoir prendre des décisions. Mais si tu es en France, il faut savoir que légalement, il faut faire attention, il y a quand même un parcours administratif, mais c'est juste 3 courriers envoyés, l'école, l'administration et l'académie, et qu'aujourd'hui, il faut peut-être monter un dossier supplémentaire, un dossier pédagogique, un projet pédagogique avec ton enfant pour montrer à l'administration, surtout à l'éducation nationale, que tu ne vas pas faire ça à la légère, que tu ne vas pas prendre ton enfant dans une yourte et manger des sauterelles dans le Larzac sans rien lui apprendre, qu'effectivement, tu as un projet scolaire derrière. Et une fois que c'est fait, tu te retrouves avec ton enfant, soit dans une école privée avec une pédagogie parallèle, soit avec ton enfant à la maison. Et là, c'est là qu'il faut prendre la température, savoir si ton enfant s'épanouit ou pas. Et tu vas vite le voir, tu vas vite t'en apercevoir parce que ton enfant, il réagit très vite à tout ça. Donc si c'est une école privée avec une pédagogie Montessori, Steiner, Freinet, tu vas voir si l'enfant il est content d'aller à l'école le matin. Et dans mon entourage, il y a des personnes qui ont décidé de faire ça. Elles me disent que leur enfant, il adore faire ça. Il est content de partir le matin à l'école pour aller faire des chants en arrivant, etc. Tout ça, donc déjà, c'est le bon signe. Et il y en a d'autres qui vont te dire, non, en fait, mon enfant, ça va pas bien du tout. On a beaucoup plus d'enfants qui se sentent bien que d'enfants qui se sentent mal quand on va dans les écoles Steiner, Freinet, Montessori. Mais encore une fois, attention, petite mise en garde. Une école, c'est pas une machine, c'est pas un logiciel. Ça se repose sur des êtres humains. Et c'est pas parce qu'il y a marqué Steiner, Freinet, Montessori que les personnes qui sont à l'intérieur sont des personnes parfaites, exemptes de tout défaut. Ce sont quand même des gens qui ont choisi une orientation pédagogique différente. Donc déjà, à la base, il y a vraiment une volonté de faire les choses différemment. Mais, excuse-moi d'être un petit peu vulgaire, il y a des cons partout. Donc, il faut faire attention quand même. Tu confies tes enfants à un inconnu. Il faut quand même prendre la température très régulièrement pour voir si tout se passe bien au niveau de l'entente, de la pédagogie, etc. De manière générale, ça se passe bien, mais attention. Voilà. Et pour ce qui est de l'école en instruction en famille, eh bien effectivement, à ce moment-là, c'est une magnifique histoire. Donc pour te revenir sur une parenthèse sur mon expérience personnelle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir transmettre à ses enfants avec sa propre pédagogie. Et c'est là où tu te rends compte, pour te revenir à ce que je te disais tout à l'heure, que le programme scolaire n'est pas si chargé que ça. Quand on regarde les acquis que doivent avoir les enfants au bout de leur cycle, parce qu'on ne compte pas en années, on compte en cycle, et bien quand on regarde les acquis, c'est presque difficile de remplir une journée entière de travail avec les acquis qu'on te demande d'avoir. Parce qu'en fait, quand tu le fais en face à face avec 1 ou 2 enfants, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, tu boucles ton programme beaucoup plus rapidement, en fait. Ce qui fait que dans notre cas, le programme, ça nous permet de le concentrer uniquement sur le matin. Dans tout, les enfants travaillent le lundi, mardi, jeudi, vendredi matin sur la scolarité. Et ensuite, ils sont beaucoup plus libres, donc on voyage quand même pas mal, donc, ce qui fait qu'ils ont du temps pour faire d'autres choses. Et puis quand on est posé quelque part, ou en France, ou dans un autre pays, en fait, ils ont beaucoup plus de liberté l'après-midi. Et surtout, on les inscrit dans des activités sportives, des activités d'expression, qui fait que ça leur permet de faire d'autres choses aussi. Et de ne pas se dire, tiens, si je l'inscris à son cours de gym et qu'il termine à 19h30, le temps de rentrer à la maison, c'est 20h, qu'il mange, c'est 21h, et se couche, c'est 21h30, 22h, et que le lendemain, il doit se réveiller à 7h, c'est pas possible sur le long terme. Nous, on s'était rendu compte que c'était pas possible, parce que nos 2 enfants étaient inscrits à la gymnastique, et on se rendait compte qu'ils arrivaient épuisés le soir par la gym, le lendemain matin, ils se réveillaient à l'aube, ils étaient épuisés, et qu'ils étaient dans un cycle infernal d'épuisement. Donc voilà, la possibilité, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent se lever beaucoup plus tard le matin, profiter de leur activité sportive la veille, et sans manquer vraiment de sommeil. Mais tout n'est pas rose, parce qu'effectivement, il y a des moments où les enfants ont envie, n'ont pas envie. Le professeur c'est pas vraiment un professeur, c'est papa, dans mon cas. Et donc papa, en fait, il n'y a pas la classe derrière, donc si je fais un truc pas mal, j'ai pas le regard des autres qui va avoir le poids d'entre guillemets m'obliger de travailler et faire un bon résultat. Donc il y a vraiment beaucoup de pédagogie positive à avoir, beaucoup de patience à avoir quand on enseigne soi-même à ses enfants, mais c'est un plaisir énorme de pouvoir transmettre à sa manière et surtout aussi éliminer l'inutile qu'il y a dans les programmes scolaires de l'éducation nationale pour se concentrer vraiment sur quelque chose qui plaît aux enfants. Voilà pour ce
petit podcast sur les enfants, la scolarité, c'est quoi, pourquoi changer de scolarité, c'est quoi, comment faire. Et que de toute manière, quoi que tu fasses, rien ne sera parfait. Et il faut se décomplexer par rapport à ça. Toutes les actions que tu vas entreprendre, que ce soit un enfant dans une école privée, une école avec une pédagogie parallèle ou en instruction à la famille, rien n'est jamais parfait et c'est pas grave. Le tout pour un enfant, c'est de toujours avoir une balance émotionnelle qui soit dans le positif. Se dire, tiens, effectivement, mes parents m'ont mis dans cette école-là, tiens, mes parents me font une instruction en famille, ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais quand je regarde dans la globalité, ce qu'ils font pour moi, c'est quand même bien. Et quand ils auront 15, 16, 17, 18, 20 ans, 30 ans, ils se seront rendus compte qu'effectivement, quand on prend à la louche leur jeunesse, tiens, effectivement, mes parents ont tout fait pour que je sois heureux, même s'il y a eu des hauts, même s'il y a eu des bas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se décomplexer par rapport à la perfection. Une école ne sera jamais parfaite. Si tu fais une instruction en famille avec tes enfants, ça ne sera jamais parfait. Mais il faut toujours que cette balance, elle penche en faveur du positif. On a le droit d'avoir une école où ça se passe pas très bien, mais quand, de manière générale, c'est top pour l'enfant. On a le droit en tant que parent de parfois s'énerver, de faire une colère, de mettre une punition, mais quand dans l'ensemble, c'est contrebalancé par énormément de positivité, d'amour, de bienveillance. Et on le voit de toute manière dans un enfant, s'il est épanoui ou pas, parce que dans son comportement, on va voir s'il est bien ou pas, si la balance elle penche toujours du côté positif ou du côté négatif. Et c'est en tant que parent, faut vraiment faire attention à ça, se dire est-ce que je suis toujours dans la balance positive ou dans la balance négative. Et c'est pas grave si de temps en temps il y a des disputes, ça s'emporte, si ça va pas bien, si parfois à l'école il n'y a pas des bonnes notes qui reviennent, mais quand dans l'ensemble l'enfant se sent soutenu par ses parents. Parce qu'un enfant, de quoi il a besoin, un enfant, et c'est là où je voudrais en venir, il a besoin juste de l'amour et du regard bienveillant de ses parents. Parce qu'un enfant, qui soit dans un château avec le sol en marbre et le robinet en or, ou qui soit dans une tente, un tipi, au fond de la forêt en train de manger du lapin grillé, pour lui, du moment qu'il y a ses parents qui sont en train de l'aimer et qui portent un regard bienveillant dessus, il ira toujours bien. On le voit à travers le monde. Il n'y a pas tous les enfants qui vivent dans un palace. Les enfants qui sont dans des tribus africaines et qui sont hyper heureux d'avoir les enfants dans une maison en terre parce que les parents sont là, sont bienveillants. Donc l'enfant n'a besoin que de ça. Tout le reste, après, c'est de la floriture. C'est pour ça qu'il faut toujours, ça revient à ce que je te disais au début, quand on est parent, c'est pas pour avoir un meuble. C'est pour donner toute sa bienveillance, tout son amour à ses enfants pour qu'ils se sentent bien. Et ensuite, le reste, c'est de la technique, c'est secondaire presque, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus dilué par rapport à ce que l'enfant a vraiment besoin. Donc à partir du moment où l'enfant sent que le parent s'occupe de lui, porte un regard bienveillant, un regard avec de l'amour, quel que soit l'endroit où il va se sentir soutenu. Et à partir du moment où il se sent soutenu, il aura toute sa vie un socle solide de parents qui l'ont soutenu. Et ça fait quoi ? Ça fait des adultes ensuite qui sont solides. Parce qu'ils ont ce socle de parents qui les ont toujours soutenus, qui leur ont permis de construire leur caractère, leur éducation, leurs émotions de manière solide et dans l'amour et la bienveillance. Et si tous les parents se posaient un petit peu la question de temps en temps, on aurait beaucoup moins de personnes, notamment des hauts potentiels, qui viendraient moins consulter à l'université des hauts potentiels, parce que souvent, comme je te le disais au début, beaucoup de problèmes sont liés à des problèmes de relation avec des parents, parfois très toxiques, et parfois inconsciemment malveillants, parce qu'ils pensaient bien faire, mais en fait, ils ne le faisaient pas bien, parce qu'ils n'ont jamais pesé avec la balance de l'amour et de la bienveillance, ils n'ont jamais pesé avec la question de combien de temps je passe avec mon enfant réellement, en étant en pleine conscience avec mon enfant, et pas juste en lui tenant la main dans la rue, ou en étant avec lui à côté, mais sans l'occuper. Et l'enfant, lui, il a justement besoin que de ça, d'un regard bienveillant, en pleine conscience, et de l'amour de ses parents, tout simplement. Dis-moi en commentaire ce que
tu penses de ce podcast, si tu as des questions à me poser, quel est ton avis, ça me ferait plaisir d'avoir un retour, savoir si, comme ce podcast c'est un des tout premiers, s'il est trop long, trop court, si tu aurais voulu que je parle d'autre chose au niveau des enfants, et si ça te fait du bien d'écouter comme ça un podcast un petit peu plus long, parce que tu vois, ça fait 35 minutes qu'on parle comme ça, mais ça nous permet de rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet et de vraiment se poser des questions de fond, dans le détail, sur l'enfant. Tu vois qu'on est parti de est-ce qu'il faut sortir un enfant de l'école lorsqu'il a une singularité, à des sujets beaucoup plus profonds comme le sujet de la parentalité, de l'amour, de la bienveillance, mais qui sont des sujets beaucoup de fond qu'on ne peut pas développer vraiment dans une vidéo de quelques minutes. Donc je te dis à très vite. Si tu es sur YouTube, mets un like, laisse un commentaire comme je te disais, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.